France Info et France 24 présentent Bonjour, on ne l'avait pas vu venir. Derrière la crise du Covid et la guerre en Ukraine, le manque de médicaments, des antibiotiques au traitement de l'asthme, en passant par les antalgiques, autant de remèdes qui nous rendent aujourd'hui dépendants de la mondialisation. Avons-nous mis notre santé dans de mauvaises mains, trop éloignées? On en parle dans un instant avec l'économiste Frédéric Bizard. Vous enseignez à l'ESCP, directeur de l'Institut Santé. Le titre de votre dernier ouvrage, L'autonomie solidaire en santé, paru chez Michalon. Et en France, comme ailleurs en Europe, remédier à ces tensions sur les médicaments passe par des changements dans l'approvisionnement, relocaliser la production comme tente de le faire Sanofi avec le paracétamol. C'est un reportage signé Frédéric Prabonneau pour France Télévisions. Une dizaine de boîtes de comprimés de paracétamol sort chaque seconde de ces chaînes de production. L'usine de Doliprane de Lisieux tourne à plein régime depuis le Covid et la hausse de la demande cet hiver. On a investi dans cet équipement il y a environ 2 ans. C'est vraiment un équipement à haute performance. On va pouvoir produire 340 000 comprimés par heure. Le laboratoire français vient même d'annoncer un record de production. Plus de 420 millions de boîtes de Doliprane en 2022. Mais ces immenses entrepôts seraient vides sans une matière première fabriquée uniquement à l'étranger, le principe actif qui fait l'efficacité du médicament. Le paracétamol, on ne le produit pas chez Sanofi, on l'achète dans différents pays. En Chine, en Inde, aux États-Unis, en Turquie, on a différents fournisseurs. La France veut à nouveau produire ce principe actif. Donc ici, le terrassement a commencé pour la future unité de paracétamol. Début de production annoncé en 2025, 15 000 tonnes par an, 2 à 3 fois le marché français. Une relocalisation pas forcément plus chère, assure le directeur. La molécule qui soigne dans le médicament, celle qu'on relocalise ici, ne pèse pas plus que 5% du prix total du médicament. Et pour être plus rentable, le laboratoire a mis au point un nouveau procédé de production. Avec une intensification forte et une automatisation et une robotisation du procédé. Ça nous permet d'avoir des coûts de fonctionnement bien moindres, avec un nombre de personnel, pour être clair, direct, bien moins important que la Chine. La société a aussi bénéficié d'aides. Depuis la crise Covid, le gouvernement finance des relocalisations, alors que 80% des principes actifs utilisés en Europe sont produits hors Union, surtout en Chine et en Inde. Mais les laboratoires pharmaceutiques répètent que pour attirer les producteurs, il faut surtout augmenter le prix d'achat des médicaments. Le prix en France reste régulé, stable, n'évolue pas. Pour certaines spécialités, il n'y a pas de marge. Les pénuries prouvent, selon certains spécialistes, que laisser faire le marché n'est pas toujours la meilleure option pour des produits de santé. Rien n'empêche un État ou l'Union européenne de décider d'aider à la création de producteurs de médicaments génériques dans différents pays d'Europe. Ces entreprises pourraient être soit des entreprises publiques, soit des entreprises sous forme associative. Selon les acteurs du secteur, une indépendance en santé n'est possible qu'à l'échelle européenne, en se concentrant sur 200 ou 300 molécules essentielles. Frédéric Bizard, aider à la création de producteurs de médicaments génériques à l'échelle européenne, c'est possible ça? La Commission européenne, d'ordinaire si sourcilleuse en matière de droit à la concurrence, elle peut autoriser les États à subventionner des projets en commun en matière pharmaceutique? Je ne suis pas sûr que les États seraient les meilleurs gestionnaires des ressources nécessaires à la création d'un pôle public. Tout le moins, c'est une décision très radicale qui, politique, est défendue par l'extrême gauche, on va dire, et une volonté collectiviste. Sur un plan économique, je suis assez sceptique. En revanche, cette idée est intéressante sur le fait qu'il faut davantage de régulation. Nous sommes dans une industrie qui a fait un peu fi de la notion de santé publique de cette industrie-là. On n'est pas en train de produire n'importe quel type de produit, on est en train de produire des biens qui doivent être des biens communs. Donc en effet, il y a un besoin de re-régulation de ce marché-là. Est-ce qu'il faut se soustraire totalement des lois du marché on peut en douter si on regarde par exemple juste qui est le plus capable, qui est le plus innovant dans les pays à l'échelle du monde entier. C'est quand même les pays les plus libéraux, si on regarde pendant la crise Covid. Donc, c'est pas le libéralisme qui est en cause, c'est la bonne régulation de ce libéralisme pour que tous les pays soient capables de mettre à disposition de leurs choses. Alors, si on n'y arrive pas par une régulation, on va certainement y revenir, quel type de régulation?
en effet, on peut penser qu'à ce moment-là, il faut que les États soient plus interventionnistes. Mais en tout cas, il faut plus d'intervention sur ce marché. Se concentrer sur 200 à 300 molécules essentielles, nous disent les acteurs du marché. Pourquoi? Pour choisir les plus nécessaires à notre santé, les plus rentables, pour éviter de se disperser? Alors, d'abord, il y a une action assez urgente à mener parce que c'est un vrai... Il y a un triple enjeu. Il y a un enjeu de santé publique. Parce que là, véritablement, les spécialistes le disent, on a des médicaments en oncologie qui manquent. Par exemple, on avait des tensions en oncologie, traitement du cancer, on avait des tensions sur l'amoxicilline qui représente 70% de l'ensemble des prescriptions d'antibiotiques pour les enfants. Donc là, on est vraiment au bord du précipice. Le deuxième enjeu, il est politique, puisque, par exemple, il y a un Français sur deux, 45% exactement, qui consomme au moins un médicament tous les jours. C'est-à-dire que autant on sait qu'il y a la crise de l'hôpital, la crise de médico-sociale, et puis maintenant la crise en ville, mais là, quasiment chaque Français peut le voir au côté. Et puis, il y a un enjeu économique, parce qu'il faut bien voir qu'il faut reconstruire le modèle économique pour être capable de produire en France et en Europe. S'il y a eu ce mouvement de balancier qui a démarré il y a une vingtaine d'années de délocalisation vers les pays à bas coût, c'est pas un hasard. C'est qu'on est dans une industrie qui est passée d'un modèle assez familial il y a 30-40 ans à une industrie qui s'est ultra financiarisée, qui est détenue par des fonds d'investissement, qui sont guidés par la règle, pas simplement du profit, de la maximisation permanente du profit, selon la théorie des marchés financiers. Donc, ils ont été délocalisés sans être gênés par les États, parce qu'il y avait suffisamment, je dirais, c'est toujours la critique est facile a posteriori, mais a priori, ça ne gênait pas. Ce qui était quand même juste une folie d'aller produire des médicaments à très bas coût, des principes actifs à très bas coût, à l'autre bout du monde. Ce qui est quand même une aberration écologique. Vous voyez jusqu'où est-ce qu'on a été. Donc, il faut revenir sur ce mouvement de balancier. C'est un mouvement de démondialisation ça ne se correspond pas, ça ne touche pas juste ce secteur, mais c'est un mouvement de démondialisation globale. Et à l'image du paracétamol qu'on vient de voir, les 4/5 des principes actifs contenus dans les médicaments que nous consommons viennent de Chine ou d'Inde. C'est l'agence européenne qui le dit. Et à l'image de cette dépendance, les pénuries s'étendent aujourd'hui à de nombreux médicaments parmi les 27 États membres. Florence Thiel. Oui, regardez, dans l'Union européenne, une quinzaine de médicaments est en pénurie et c'est ce médicament, l'amoxicilline, qui est le plus représentatif de ces pénuries. Les États-Unis et tous les pays de l'Union européenne sont concernés et pourtant l'amoxicilline, c'est l'antibiotique le plus prescrit, notamment chez les enfants pour lutter contre les angines, par exemple, ou encore les otites. En France, au début de l'année, 70% des pharmacies étaient en rupture de stock. Alors, pour pallier à cette pénurie, certaines pharmacies disposant d'un laboratoire ont été autorisées à produire elles-mêmes cet antibiotique. L'Europe espère que cette pénurie prendra fin le mois prochain avec la baisse du nombre de maladies hivernales. On en vient, Frédéric Bizard, aux causes de ces pénuries. Qu'est-ce qui provoque ces tensions d'approvisionnement? Surtout, pourquoi maintenant? Pourquoi ça se manifeste aujourd'hui? Alors, je pense que l'erreur, c'est d'essayer de penser que c'est un phénomène un peu conjoncturel, on l'a dit, parce qu'il y a un pic de la demande avec ces triples épidémies qui sont... mais je pense que ça, c'est une vision un petit peu courte de la chose. Encore une fois, il y a des dimensions structurelles qui sont à repenser, notamment dans quels sont les pays dans lesquels nous voulons produire les médicaments les plus courants, ce qu'on appelle les médicaments matures. C'est un autre type de production que les médicaments innovants. Dans les médicaments innovants, vous avez besoin d'une maîtrise de la technologie. Par exemple, l'ARN messager. Donc, vous ne pouvez pas les produire dans n'importe quel type de pays. Et on reviendra là-dessus. La France a perdu énormément de parts de marché. Elle ne produit qu'à peu près 5% de son besoin de produits innovants. Sur les produits matures, on est dans une autre logique, une logique assez purement industrielle, d'être capable de produire des grandes quantités. On l'a vu avec cette usine à Agen. Et il y a des coûts les plus faibles possibles parce que les marges sont extrêmement tendues. Donc, la question, c'est est-ce que la France veut être la Chine de l'Europe? Est-ce que la France veut produire, se concentrer, parce qu'il y a une limite dans les ressources, donc il doit y avoir une allocation des ressources selon une stratégie bien pensée. Et là, on a vu que, là aussi, c'est une dimension essentiellement politique. Pourquoi le président de la République a décidé de se dire on va mettre de l'argent public pour relocaliser le principe actif du Doliprane? C'est 430 millions de boîtes vendues par an, c'est-à-dire plus de 7 boîtes par Français. Donc il fallait absolument rassurer les Français
Français qu'il n'y aurait pas de risque de pénurie sur le long terme. Mais en effet, il faut repenser la politique de prix du médicament en France. Et on l'a vu avec ces crises sanitaires nées du Covid, l'Europe a dû apprendre à mieux coordonner ses politiques. C'est vrai en matière de contrôle aux frontières quand il s'est agi de l'accès aussi aux vaccins. C'est vrai aujourd'hui aussi pour prévenir et gérer les pénuries de médicaments. Julien Gasparuto pour France Télévisions à Bruxelles. Oui, la France est loin d'être le seul pays concerné par cette pénurie. Un peu partout en Europe, on manque d'antidouleurs comme des paracétamol ou d'antibiotiques comme de l'amoxicilline. En Italie, par exemple, plus de 3000 références ont été concernées par cette pénurie. Alors, deux raisons à cela. Premièrement, les épidémies de maladies respiratoires qui se sont multipliées cet hiver. Et puis, deuxièmement, le manque de production de ces médicaments sur le sol européen. En 20 ans, cette production, elle s'est mondialisée. Aujourd'hui, l'Union européenne est extrêmement dépendante de la Chine et de l'Inde. Alors, la santé n'étant pas une compétence européenne, comme à chaque fois dans ce genre de crise, eh bien les 27 sont tentés par le chacun pour soi. L'Allemagne, par exemple, a décidé de payer plus cher certains médicaments pour refaire ses stocks, tandis qu'ici en Belgique, eh bien, le gouvernement lui a pris ses dispositions pour interdire l'exportation de médicaments si la situation s'aggravait. Alors, le mois prochain, la Commission européenne devrait présenter une révision de sa stratégie pharmaceutique pour mieux gérer les stocks, mieux les répartir et donc mieux les distribuer pour éviter des inégalités de traitement entre les différents pays de l'Union européenne. Mais concernant la relocalisation des industries pharmaceutiques, eh bien là, il faudra sans doute encore attendre. Le sujet avait été considéré prioritaire durant l'épidémie de Covid, mais 3 ans après, eh bien on en est encore loin. On l'a vu, Frédéric Bizard, ce qui coince en France, par exemple, nous dit-on, c'est le prix réglementé des médicaments, quand d'autres pays ailleurs en Europe, l'Allemagne, le Portugal, ont relevé, eux, leur prix des médicaments. C'est ça le manque de coordination aujourd'hui que paye l'Europe ? Alors d'abord, chaque État est souverain sur la tarification des médicaments. Les prix sont administrés dans tous les pays d'Europe, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, ce qui fait que les prix sont 4 à 5 fois plus élevés aux États-Unis. C'est plus intéressant pour les labos d'aller vendre aux États-Unis. C'est pas plus intéressant, c'est beaucoup plus intéressant. Leur marge se fait essentiellement aux États-Unis. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il ne faut pas non plus passer dans la panique. L'Europe contient les pays les plus puissants en matière d'expertise et de capacité de production. Entre la France, historiquement, a été leader, mais on a des pays comme la Suisse, on a des pays comme l'Italie, on a des pays comme l'Allemagne, on a des pays... Donc la question, elle est, en effet, je pense qu'il y a un premier étage européen de constitution d'une stratégie européenne en fonction des différentes compétences qu'il y a en Europe. Il faudrait déjà cartographier, vous savez qu'on n'a même pas une cartographie précise des sites de production et de qui produit quoi. Donc ça, je pense qu'on doit être capable de le faire. Et ensuite, il y a une réflexion entre les États, je dirais un premier niveau de réflexion qui ne nuit absolument pas à la souveraineté. La souveraineté sanitaire restera encore pendant des décennies, je pense, à l'échelle des États, ce qui n'empêche qu'il y a une Europe de la santé qui doit commencer à se construire. Ouais, ces pénuries, déjà inquiétantes quand elles ne sont pas dangereuses dans des pays dits développés comme la France, eh bien oui, ces pénuries, elles peuvent s'avérer tout bonnement fatales dans nombre d'États où l'économie informelle, elle a comme ailleurs, prend le relais d'un marché souvent défaillant. Ces médicaments de rue qu'on s'échange sous le manteau, ils tuent chaque année 700 000 personnes dans le monde. Retard de traitement, effet indésirable, simple placebo, voire molécules falsifiées. C'est pour mettre en garde contre ces risques qu'une campagne d'information a été réalisée à destination du public en Côte d'Ivoire. En voici un extrait. Les médicaments de la rue ont tué mon fils. Chaque année, les médicaments de la rue tuent 700 000 personnes dans le monde. En période de Covid-19, de nombreuses fausses informations et produits de mauvaise qualité circulent. Préservez votre santé et celle de vos proches. Consultez un professionnel avant de vous soigner. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant, juste après un journal sur France 24. France Info et France 24 présentent
Suite du monde dans tous ces états, la planète en panne de médicaments. On continue d'en parler avec vous, Frédérique Bizard, présidente de l'Institut Santé. À ces pénuries, elles s'étendent bien au-delà de l'Europe. C'est ce qu'on va voir à présent, par exemple, avec le Liban, un pays qui traverse l'une des pires crises financières au monde. C'est la Banque mondiale qui le dit. Alors que les 4/5 de la population basculent dans la pauvreté, l'absence de médicaments accentue encore la détresse de nombreux malades. Reportage pour France 24 à Beyrouth de Joël Maroun. Fadia est une femme libanaise de 29 ans. Elle est atteinte d'un cancer du sein au stade 3 depuis 1 an et demi. La crise que traverse Fadia va au-delà de son cancer. Elle doit aussi gérer la rupture de stock de ses médicaments dans les pharmacies. Anxieuse, elle craint que cette situation ne contribue à une aggravation de sa maladie. Depuis 4 mois et demi, je ne trouve plus mes médicaments. Je crains une régression de mon état de santé. Je n'ai pas à subir une telle injustice. Il existe 455 médicaments pour les personnes atteintes de cancer au Liban. Selon l'association Berbera Nassar, 80% de ces médicaments ne sont pas disponibles dans les pharmacies en raison de la crise financière dans le pays. Par exemple, le médicament contre le cancer du sein est en rupture de stock. Il coûte 100 000 $. À cause de la crise, le gouvernement ne peut pas le fournir aux citoyens ni aux patients. Selon le syndicat des pharmaciens, 2500 nouveaux cas de cancer du sein sont enregistrés chaque année au Liban. La pénurie de médicaments fait craindre une aggravation de l'état de santé des patients. Nous avons développé ce qu'on appelle un tracking system, qui consiste à assurer le suivi des médicaments contre le cancer. Cette démarche contribuera à court terme à faire en sorte que le médicament soit disponible pour tout le monde. L'avantage de cette démarche, c'est de mettre un terme à la vente clandestine des médicaments, mais aussi faire barrage aux médicaments défectueux. 30 000 cas de cancer du sein ont été rapportés ces dernières années. 10% des patientes ont moins de 30 ans. Selon le syndicat des pharmaciens, beaucoup de patients s'orientent vers le marché noir pour se procurer des soins. Ils se dirigent aussi vers d'autres pays étrangers. La solution, la plus efficace pour répondre à la détresse de la population. Et on a vu ces dernières années, Frédérique Bizard, des filières entières de fabrication de génériques se développer dans des pays comme l'Inde, comme la Chine. Comment s'assurer qu'il ne s'agit pas là de contrefaçon? Qui contrôle finalement la qualité des médicaments mis sur le marché? C'est bien la grande difficulté, parce que c'est une compétence de chaque pays, et beaucoup de pays n'ont pas la compétence pour le faire. Donc, c'est évident que les contrefaçons sont prospères avec un système qui n'est pas assez régulé. Et là, on voit que tout ça, c'est quand même une des conséquences de ce dont on discutait avant. C'est qu'évidemment que si vous avez une pénurie dans les pays les plus développés, cette pénurie, elle est encore plus importante dans les pays en voie de développement, avec des conséquences. Et là, je crois que je ne veux pas relativiser, mais dans ces pays développés où on a le sentiment qu'on est menacé, cette menace, elle existe depuis très longtemps et elle s'est aggravée dans les autres pays. L'idée tout à l'heure qui avait été soulevée d'un pôle public, à mon avis, là est intéressante à étudier dans ces pays-là. Même si vous avez des compétences, il faut bien voir que le pays qui produit le plus de génériques, c'est l'Inde. Là, on est en train de construire au Maroc, à côté de Casablanca, une des plus grosses usines de production de vaccins au monde. Et c'est là où je pense que la réflexion sur la stratégie industrielle sur le plan pharmaceutique en Europe, elle doit tenir compte de l'importance de aussi aller faire produire, non pas en Inde et en Chine, mais peut-être au Maghreb et dans des régions plus sensibles, pour leur donner une activité économique et leur permettre d'avoir une base très solide pour aller sur la chose. Mais il est clair que la contrefaçon vient de la faiblesse de la régulation politique dans ces pays-là. Donc c'est un peu un problème absolu. C'est possible de la contourner lorsqu'on voit que ces médicaments sont parfois accessibles dans des pharmacies, ce qui donne confiance évidemment aux consommateurs, et puis resteront sans doute disponibles sur Internet. Oui, mais vous savez comme moi qu'il y a quand même des problèmes de corruption dans un certain nombre de ces pays-là et qu'on est sur des flux financiers qui sont extrêmement importants. Donc moi, je pense qu'il faut partir d'une production la plus locale ou loco-régionale possible, et avec probablement donner beaucoup plus de poids à une institution internationale pour réguler sur place cette industrie du médicament. Maintenant, il y a le problème de la souveraineté de ces pays-là. Il faut que ces pays acceptent
qu'il y ait une forme d'ingérence dans la régulation du marché pharmaceutique, et ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Principales victimes de ces pénuries, parfois de ces contrefaçons, les pays en développement produisent très peu de médicaments, Florence Thiel. Oui, c'est le cas du continent africain. 2 chiffres à retenir pour bien comprendre la situation. Le continent représente seulement 3% de la production de médicaments dans le monde. 90% des médicaments y sont importés. La plupart des usines se situent dans les pays du Maghreb, en Égypte et en Afrique du Sud. La conséquence, c'est que l'Afrique est ravagée par un fléau, celui des faux médicaments. Selon l'OMS, près d'1 médicament serait contrefait en Afrique subsaharienne. De faux médicaments qui tuent plus de 100 000 Africains tous les ans. Alors pour tenter de trouver une solution, eh bien cet été, l'Union africaine a créé une agence de médicaments dont le siège se trouve au Rwanda. Ah oui, et puis exemple de ces pays avec l'un d'eux qui bénéficie lui pourtant avec sa capitale ou dans sa capitale avec l'Institut Pasteur d'un centre de recherche capable de produire des vaccins pour l'Afrique contre la fièvre jaune, notamment c'est le Sénégal où l'on retrouve pour France 24 Sarah Sacco. Alors Sarah, y a-t-il plus de pénurie de médicaments actuellement qu'à l'ordinaire, davantage de médicaments contrefaits qu'avant le Covid? La présentation en amoxicilline pour les nourrissons, le sirop Doliprane pour les enfants. Voici quelques exemples de produits indisponibles dans les pharmacies sénégalaises. Mais ces ruptures n'ont pas d'impact car il y a d'autres médicaments équivalents qui restent, eux, disponibles. Globalement, pour l'instant, le Sénégal n'est pas touché par les ruptures de molécules comme c'est le cas en Europe. Pourquoi? D'abord parce que les stocks des différentes centrales d'achat sont bien fournis. Ensuite parce que les médicaments viennent principalement d'Inde et de Chine et sont destinés aux marchés émergents, ce qui signifie que les tensions sur les marchés européens n'ont pas de conséquences ici au Sénégal. Le Sénégal, vous l'avez compris, est extrêmement dépendant du marché international. 95% des médicaments sont importés. Le pays est aussi largement victime du fléau des faux médicaments, des contrefaçons extrêmement dangereuses pour la santé des consommateurs. Selon un rapport de l'ONU publié cette semaine et qui concerne les pays voisins du Sénégal, plus de 600 tonnes de médicaments falsifiés ou de moindre qualité ont été saisies entre 2017 et 2021. L'enquête met l'accent sur 5 pays du Sahel: le Niger, le Tchad, le Burkina Faso, le Mali et la Mauritanie. Et selon les cas, le taux de contrefaçon sur le marché des médicaments y varie de 20 à 50%. Frédéric Bizard, qu'est-ce qui manque à l'Afrique pour produire elle-même les médicaments qu'elle consomme, ceux dont elle a besoin? Il manque probablement des moyens financiers d'abord, mais le reportage est intéressant parce que la création de cette agence africaine du médicament est la première pierre à apporter. Parce que, encore une fois, il y a une question de moyens, mais il y a aussi une question de garantir la sécurisation du circuit de distribution pour justement éviter que les contrefaçons ne prennent pas le dessus sur les vrais médicaments. Donc je crois que ça, c'est la première pierre qu'il faut apporter pour, je dirais, sécuriser les investissements que l'on met dans ces pays-là. L'argent manque, mais nous sommes capables, avec l'aide au développement de ces pays, d'augmenter la capacité de production. Donc il faut sécuriser un petit peu cette distribution, il faut renforcer la capacité un peu de sanctions lorsqu'il y a ces contrefaçons, et ensuite il faut investir dans les pays qui ont les compétences, l'Afrique du Sud, les pays du Maghreb, les pays... Donc il y a les compétences, mais il y a un manque de sécurisation de l'investissement. Il y a une question d'adéquation aux besoins. Produire localement, c'est le seul moyen pour l'Afrique et d'autres régions pauvres évidemment du globe de se fournir en quantité suffisante des médicaments capables de soigner les maladies propres à ces régions. On pense à un futur vaccin contre Ebola par exemple. Non, encore une fois, il y a des projets, il y a une Personne ne le fera à leur place. Vaccins. Non, mais il y a une grosse usine de vaccins qui est faite pour là. Là, il faut de l'investissement public. Encore une fois, là, la notion de pôle public, de ne pas laisser la loi du marché faire dans ces pays-là est encore beaucoup plus importante que pour les pays développés. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une volonté de régulation. Mais enfin, vous savez, les pays la souveraineté, c'est quand même pas un vain mot. On ne peut pas forcer les pays d'Afrique à le faire. Donc, les pays d'Afrique ont une responsabilité à prendre, là aussi comme en Europe. Est-ce qu'on veut une Afrique du médicament ? Oui, je pense qu'on en est encore assez long. Non, mais après, on peut toujours aider en fonction. Mais il faut quand même qu'il y ait un embryon politique de régulation, de gouvernance qui fasse ensuite que les pays développés aient la garantie que ces médicaments vont bien aller jusqu'aux patients. Oui. Et aujourd'hui, on en est quand même encore assez loin. Et alors qu'on craint pour l'accès aux médicaments, même les plus courants aujourd'hui,
Retour en arrière, au début des années 2000. L'heure est déjà aux économies. Pour la première fois, la Caisse nationale d'assurance maladie publie alors le montant du remboursement des médicaments en France. 73 milliards de francs pour la Sécu, c'est moitié moins qu'aujourd'hui. Et leur classement, et on le voit, quantité de médicaments utilisés alors ne sont pas les plus efficaces. Les médecins ont alors trop peu recours au générique. C'est grâce à ce code-barre qu'on peut enfin savoir la réalité sur les sommes dépensées par la Sécurité sociale pour rembourser les prescriptions. Champion de toute catégorie, le Mopral, médicament destiné à protéger l'estomac, il a coûté l'an dernier 1,750 milliard. Numéro 2, le Zocor, qui fait baisser le taux de cholestérol dans le sang, 1 milliard de francs. En troisième position, le célèbre antidépresseur Prozac, 830 millions. Parmi les 10 premiers médicaments remboursés, 2 produits, le Vastarel et le Tanacan, sont utilisés pour dilater les artères. Mais les vasodilatateurs sont loin de donner les résultats escomptés, ont récemment estimé les experts de l'Agence du médicament. Alors, pour la revue Prescrire, seul journal médical indépendant des laboratoires, on s'étonne des sommes englouties. Il faut savoir sur quelle priorité de santé publique on met les choix, si on fixe simplement des prix pour rendre service à l'industrie ou si on fait des choix de santé publique. Autre curiosité, le Diantalvic. Il existe 10 médicaments génériques ayant la même efficacité que ce produit. Ils ne sont quasiment jamais prescrits. Les génériques, ce sont des copies identiques mais beaucoup moins chères d'un médicament. En France, ils sont très peu utilisés. Les médecins ne jouent pas le jeu du générique. D'ailleurs, s'ils avaient joué le jeu, nous n'aurions pas, nous, à le faire. C'est parce que les médecins ne le font pas qu'on a confié ça aux pharmaciens. Par contre, les médecins commencent à s'habituer à ce que nous donnions des génériques. En 1999, les médicaments auront coûté 90 milliards de francs à la Sécurité sociale. Aujourd'hui, Frédéric Bizard, le discours, ce serait plutôt augmentons les prix des médicaments et recourons aux grands labos pour les inciter à produire et nous vendre davantage? Non, mais c'est un peu plus complexe que ça. D'abord, c'est assez intéressant parce qu'on voit que tout le monde se renvoie la balle. Le pharmacien, le médecin, l'expert, l'industrie pharmaceutique. Alors, d'abord, il y a un vrai dysfonctionnement de la régulation économique du médicament de façon générale. D'abord, de la tarification des médicaments. On est dans une espèce de boîte noire où, véritablement, et on l'a vu, c'est pas propre à la France, mais où les règles du jeu ne sont pas suffisamment transparentes, où il n'y a pas, par exemple, de représentants de patients qui participent à ça, ce qui fait que ça crée une suspicion très importante. Et là, je crois qu'il y a une co-responsabilité de l'industrie qui n'a pas cette culture de la transparence, c'est le moins qu'on puisse dire, et des États qui continuent à jouer le jeu où il y a juste la haute administration qui a un accès à ça. Donc ça, il faut démocratiser le principe de faire. Ensuite, il faut que, là je parle de la France, il faut avoir une réforme de l'État concernant ça. Nous avons une multitude d'agences, et notamment plusieurs agences, l'Agence nationale de sécurité du médicament, la Haute Autorité de santé, le Comité économique des produits de santé. Bref, il faut un petit peu rationaliser ça pour qu'il y ait un acteur qui pilote ça. Je pense que l'échelle européenne pour l'analyse médicale, l'évaluation médicale des médicaments suffit sur la chose. Troisième élément, c'est vrai que nous avons fait du médicament, en particulier du médicament générique, la variable d'ajustement, on a baissé de 35% ces 10 dernières années, les prix. Donc nous sommes pour certains médicaments, comme l'amoxicilline, en deçà du coût de production de la France. Donc déjà, nous avons des coûts de production plus élevés que les autres pays et des prix des médicaments qui sont plus bas. Enfin, dernière chose, les prix, vous savez que les prix ne sont même plus sur le médicament, puisqu'il n'y a même plus de vignette de prix. C'est-à-dire qu'on a transformé, on ne sait pas combien coûte ce qu'on achète, et ça, je crois que c'est une erreur. Merci beaucoup, Frédéric Bizard. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver sur nos sites internet franceinfo.fr, france24.com et bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle émission.